Point de vue dimanche à partir de 14h sur la RTS. Hello, thanks for joining us watching IMAG, your weekly news program. Here's a look on what's coming up in today's show. The state of Senegal supports its diaspora in 38 projects, a commitment expressed through a meeting between the Minister of Foreign Affairs and Senegalese living abroad. And our guest, Pape Amadou Seck, the Senegalese chef, makes a plea for a change in Senegalese food habits. This and more coming next, but first, a diaspora more involved in Senegal's development, an ambition expressed by Alioune Badara Cissé. The Minister of Foreign Affairs met with Senegalese living abroad. The latter benefited from a 3-day workshop, a seminar at the end of which checks were issued. The state of Senegal supports its diaspora in 38 projects. Orecham has more. This is his first meeting with the Senegalese of the diaspora, the first as well to take place in Senegal after 40 days at the head of the Foreign Affairs. During this meeting, Met Alioune Badara Cissé awarded financial means estimated to 180 million CFA francs to 38 migrants in the PHASE program, which is a project helping migrants in their enterprises. The Minister of Foreign Affairs explains here the new vision of the Senegalese government for the diaspora. I just returned from South Africa, where we had a very important meeting presided over by President Zuma and the President of Benin to decide again on the type of relationship African people need to have with the diaspora. When we think overall in terms of having better relationships with our people who have departed from the continent centuries and centuries ago, it is so tantamount for us to even care more about those of us who have moved recently abroad for better living. And in their decision to come back home because of the crisis prevailing all over, it is our duty and utmost responsibility to provide funds and support. And this is what most of you have done in handing out, in helping out, in providing funds for those people to get better training so that they are more tempted to move abroad. The ceremony took place at ENA in the presence of the Minister in charge of Transport, Mongam, and many other authorities such as ambassadors accredited in Dhaka. Current and former students of St. Nurutal School together to celebrate the 50th anniversary of the structure. Pekin vibrated to the rhythms of the event. Located in this part of Dakar suburbs, St. Nurutal Schools ends up being a crucible for excellence. Awanja reports. The education of the teenagers in the suburb is one of the priority of the Ministry of Education. Thierno Seydou Nouroutal is a high school of excellence. The school is implanted in the suburb of Dakar since 1962. I think this day is very nice because we students from Seydou High School, we are very glad, and also we are very number to number this right place, the very important person. I told her to join Seydou Nouroutal because he's the good school and he gives the maximum of knowledge for this student. It's a great pleasure for me to have something to say in that occasion, meaning that the anniversary of our school. And one of the example I say is she's one among the students that are really interested in English, and for that we think that throughout our demonstration people of Speakid will know that we are the best or among the best schools in the city. That's why we are here, and it's a great pleasure for me to meet.
our elder students, those who are learning the first space here, among them, we have invited all our neighbors from Gambia and from other countries because they are really interested in what we're doing here in KwaZulu-Natal. And this is what we want everybody to know. And it is possible, all the students of the district, they are the places here in KwaZulu-Natal. For the celebration of the 50th anniversary of the school, former, new students and parents are very satisfied. The sponsor was represented by his family. Theater and other activities were appreciated by the public. Unforgettable moments. The Senegalese food is considered as among the best in Africa. Cebujan and Yassa are two of the famous dishes widely appreciated both in our country and abroad. But there is a growing criticism from chefs, among whom Pape Amadou Seck. With Leroy Diop, he discussed the necessity for Senegalese to change their food habits, mainly characterized by the use of fat. Today is Pape Amadou Seck. He is a nutritionist who defines himself as a culinary therapist. What does it mean? A culinary therapist means a nutritionist and a chef de cuisine who is specialized in helping people who suffer from diabetes, high blood pressure, or stroke, or who want to prevent those diseases, to use food as a therapy. So what kind of food would you advise to somebody who suffers from diabetes? Somebody who suffers from diabetes have to eat salads, just like crudité, a combination of carrots, cucumber, lettuce, and onions, for example, topped with garlic, and a garlic vinaigrette, for example. Maybe white meat, I think, would be a good lunch for somebody who suffers from diabetes. What about high blood pressure? What kind of advice would you give to somebody who suffers from this kind of disease? You have to eat low calorie on salt, because I define a person who have high blood pressure as someone who have consumed a lot of quantity of salt. And also, Senegalese use a lot of cubes, and cubes 200 times saltier than salt. The cubes make the food become tasty. Don't you think that they can be good for our health? Food that tastes good kills you. So Senegalese eat sweeter, Senegalese eat greasier, Senegalese eat saltier. And the combination of sugar, oil, and salt is digging your grave with your teeth. So you want to use food as medicine. So what is wrong with conventional medicine? It's not enough to use conventional medicine. Proper food can definitely cure people or prevent Senegalese or Senegambian from getting those diseases. Do you think that the herbs and grass can be efficient for curing any kind of disease? Absolutely. 100 times, absolutely. Let's take the case of the First Lady of the United States. When Obama came into power, what she is doing right now is planting carrots, cucumbers, vegetables in her yard to try and teach the American youngsters who are developing obesity or diabetes how to eat properly. Is she wrong? No, she's totally right. And I would advise Senegambian people to do the same. Even our First Lady, Mariam Faye, should do the same. Our First Lady in the Gambia of Yaya Jammeh should do the same. Why? Because those ladies, when they say something to the population, it could be something done. So we need a quality person or high-ranking person who is going to be the Senegalese lady, people who are very obese, how to
change their eating habits. What is wrong with our Chebujan? We cannot eat rice every day. We have to balance our diet. I remember when we was in Washington, D.C., for example. Today we eat Brazilian, tomorrow Mexican, the day after Jamaican. Because that's what we should do in Africa. What kind of project do you have for Senegalese in order to help them, eat healthy food? Open healthy food restaurants, just like what I'm going to be doing. I'm planning to open a healthy food place, not far away from here, in Boulevard General de Gaulle, so people could come and have a taste bud of eating well. So and that's a problem in Senegal. You don't use any... In my kitchen, there is not another oil but olive oil or sesame oil or tournesol. I won't use any other oil than that. I won't use cubes. I'm going to develop a concept called the 4 S's in Senegal. Soup, salad, sandwich, solution. Soup that heals, salad that are very digestive, sandwiches, just like 100 sandwiches, type of sandwiches, and solution, which come from our exotic fruits that we have, like bisap, like dahar, like sump, like bui, like ginger. Hey, why do we need any other drink than our own drinks? We can make our own drinks, and I think it's safer. Amadou Seck, thank you very much for coming to EMAC. You are welcome. Well, that's it for this week's program. Join us next week, same time, same channel. Thanks for watching. Grand reportage. Dans le deuxième numéro, Youssouf Kava vous plonge dans l'univers des ordures. De Dakar à Mbebes, découvrez avec lui le quotidien des éboueurs. Souvent, on est confronté à des déchets humains, c'est-à-dire des bébés qu'on lance ici souvent. Des cadavres, quoi, les bébés jetés, les morts-nés, quoi. Ou bien les bébés abandonnés par leur maman. Nous avons choisi honnêtement de travailler dans les ordures, mais nous ne sommes pas des ordures. Grand reportage, c'est ce dimanche 10 juin 2012, après le journal télévisé de 20h. Quand il y a de l'eau, c'est de l'éponge. Donc imaginez des semelles que vous mettez ici. En période sèche, c'est bon. Mais en période hivernale, c'est de l'éponge et ça s'enfonce. Et là, c'est très fréquent dans la zone de Grand Mbao Rufisque, Diamniadio. C'est aussi, on a détecté aussi ces matériaux argileux-là dans la zone des Almadies, quelque part dans le...
ensemble pour le grand jeu Orange Money. Chez Orange, nous pensons que chacun mérite un jour de recevoir une belle surprise. C'est pourquoi jusqu'au 15 juillet, pour tout transfert d'argent ou paiement de facture avec Orange Money, vous participez automatiquement à un tirage au sort pour gagner un superbe Suzuki SX4 offert par CFAO. Et tous les 15 jours, gagnez des mobiles Sony Ericsson, des comptes d'épargne EcoBank, des bons de carburant Elton, des téléphones fixes haut de gamme et plein d'autres lots. Waouh waouh change avec Orange. La vie change avec Orange. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS. Bienvenue à l'émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 10 juin 2012. Nous recevons le professeur Papa Ogo Seck. Il est agrégé de droit et sciences politiques, chef du département sciences politiques justement de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UFR droit plus précisément. Monsieur Seck est aussi membre actif de l'association des juristes africains. Professeur donc à l'Académie diplomatique africaine. Au plan administratif, une expérience intéressante entre 1993 et 2001, période dans laquelle il est successivement conseiller technique à la primature, puis directeur de cabinet, ensuite conseiller technique numéro 1 du ministère chargé des relations avec les institutions. Professeur, bonjour. Bonjour, monseigneur. Merci d'être avec nous. Alors, ce numéro de Point de vue coïncide avec le début de la campagne pour les élections législatives du 1er juillet prochain. Nous allons évoquer plus loin les enjeux de ce scrutin. Mais avant, nous allons nous intéresser à la mission ou aux missions de l'actuel président Macky Sall qui veut instaurer une gouvernance de rupture, comme il le répète souvent. D'emblée, comment vous voyez dans la démarche de façon générale ? Merci, M. Dieng. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et c'est l'occasion pour nous d'exprimer un certain nombre de points de vue sur une question nationale. C'est donc par rapport aux missions du président de la République. Je pense que on peut résumer ces missions en 4. D'abord, le président de la République a pour première tâche de rétablir le crédit de l'État. Donc crédit dans tous les sens, crédit au plan financier, mais aussi le crédit de l'État, la confiance, n'est-ce pas, de l'État. Et à ce niveau, nous pouvons dire que ces audits, etc., entrent un peu dans ce cadre-là, et nous en reparlerons certainement tout à l'heure au cours de votre émission. La deuxième mission que nous jugeons essentielle, c'est la rationalisation des structures de l'État. Et je pense que cette deuxième mission est une mission capitale en relation avec les agences, la rationalisation des agences, aussi la dépolitisation de l'administration et un certain nombre de mesures sur lesquelles nous attendons le président de la République. Troisième tâche ou mission, c'est par rapport à la socialisation des ressources. Puisque il est question dans ce Sénégal de pauvreté, etc., de socialiser les ressources, c'est-à-dire faire descendre les ressources au niveau de la base afin que les populations puissent en bénéficier. Et c'est certainement dans ce cadre-là que le Conseil des ministres a été transféré, délocalisé à Saint-Louis. Nous en reparlerons certainement. Et je pense qu'il faut une politique de proximité. Et l'État a certainement compris cela. Dernière mission sur laquelle le peuple attend le président, c'est par rapport aux questions juridiques. Donc le rétablissement de l'état de droit face aux questions d'impunité, etc. Et je pense que là aussi, le président de la République a une tâche essentielle à accomplir. D'accord. Alors, je vous interpelle sur justement cette troisième mission, la socialisation des ressources.
l'acte posé dans le courant de la semaine qui consistait à délocaliser le Conseil des ministres, on en parle. Vous mettez ça donc dans le cadre de cette mission-là. Est-ce que vous jugez cela pertinent? Je juge ça très très pertinent, M. Ning, parce qu'on a longtemps décrié en Afrique l'absence de rigueur dans la gestion des ressources publiques. Et aussi, on a dénoncé cette inefficacité de l'administration d'une façon générale, aussi bien dans l'élaboration que dans l'exécution des projets de l'État. Et donc, cette délocalisation permet au moins d'avoir la température locale, de savoir au moins ce que veulent les populations, et ça crée une proximité entre le gouvernement et le peuple. Et il faut s'en féliciter. Et je suis convaincu que cette délocalisation a été inspirée par un certain nombre de principes sur lesquels je voulais dire quelques mots. C'est d'abord que nous avons besoin dans nos pays d'une certaine, j'allais dire, des hommes nouveaux. Et nous avons aussi besoin d'une démarche nouvelle. Une démarche nouvelle qui va consister à déplacer les ministres, pourquoi pas à la campagne, de façon à ce que les projets du gouvernement soient élaborés par sur la base des sentiments, disons, locaux, et donc pour aussi, n'est-ce pas, le peuple. Donc il faudrait qu'on finisse avec cette façon de gouverner qui consiste à élaborer les projets à partir du 9e étage du building et dans l'ignorance totale des réalités du terrain. Et donc moi je suis d'avis que les ministres aillent à la campagne et qu'ils oui, mais justement, voilà. Où est la pertinence de délocaliser alors que les structures centrales sont toujours à Dakar? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent justement de délocaliser, de décentraliser, de déconcentrer même cette administration vers les régions? Bon, la décentralisation a déjà été effectuée, oui. Mais là on parle plutôt d'un problème relatif à la façon de gouverner, oui. C'est-à-dire que je suis convaincu que nous devons avoir un gouvernement qui s'approche du peuple, et certainement que l'État... Et un conseil des ministres suffit, vous le pensez, pour être proche du peuple? C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que là où il faudrait que l'État aille plus loin, c'est dans le cadre de l'élaboration des projets. Parce que s'agissant des paysans, des pêcheurs, etc., il faudrait quand même prendre, disons, la température locale, voir un peu ce que pensent les pêcheurs sur les questions liées à la pêche, ce que pensent les paysans, les agriculteurs, etc., dans l'élaboration d'abord des projets. Oui. Et bon, on constate que malheureusement, le gouvernement est venu avec un projet déjà ficelé. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudrait beaucoup plus de proximité encore dans l'élaboration comme dans l'exécution des projets. Au-delà de la température sociale dont vous parlez, il y a ce discours qui parle carrément d'une démarche politicienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on peut occulter le caractère politique dans cette démarche-là? Bon, je pense que le caractère politique est secondaire par rapport aux préoccupations, n'est-ce pas, de l'État et vis-à-vis des populations. Bon, c'est vrai qu'on est en politique, hein, donc il y a des aspects qui ne sont pas négligés, mais je pense que ces conseils de ministres délocalisés ont au moins le mérite de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et je pense que c'est une excellente chose. Très bien. Alors, sur un autre registre, cette gouvernance implique la mise en place de mécanismes permettant de faire la lumière sur la gestion précédente, mais aussi de traquer les biens mal acquis. Allusion aux audits et à la loi sur l'enrichissement illicite. Généralement, on s'accorde sur la pertinence ou le bien fondé même de ce choix. Mais est-ce que vous pensez qu'il est bien appliqué? Bon, la démocratie, c'est vrai, suppose la gouvernance, c'est-à-dire gouverner dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc, le nouveau président, dans son discours de campagne et tout, parle souvent de serviteurs. Parce que quand on est dans un cadre républicain, il n'y a pas la cour. Donc, ce sont des serviteurs de la République. Et donc, il faudrait que les ministres et les hauts fonctionnaires soient au service de l'intérêt du peuple. C'est ça la bonne gouvernance. Et donc, gouverner dans le sens de l'intérêt du peuple, ça suppose aussi une bonne gestion. Et je pense qu'on ne peut pas
enfin, on n'a pas le droit d'auditer un régime, mais on audite une gestion. Et dans le cadre de la bonne gouvernance, il faut rappeler qu'il y a eu des directives qui ont été données par l'UEMOA pour que les régimes sortants soient audités par les régimes entrants. Et donc, dans ce cadre global, les audits s'imposent. C'est une norme. C'est une norme qui est, disons, internationalisée. Et donc, le Sénégal ne peut pas échapper à cette règle, puisque le peuple a aussi le droit de demander des comptes aux gouvernants. Pas seulement aux ministres, mais aussi aux maires, etc. De leur demander ce qu'ils nous doivent, surtout dans un contexte de pauvreté. Et donc, les audits, je pense que ce sont une nécessité. L'ancien régime, ou les responsables de l'ancien régime, avec à leur tête l'ancien président Abdoulaye Wade, parlent de violation des fondements de la République. Comme argument, ils évoquent la convocation de certaines personnalités qui ont eu à occuper de hautes fonctions, des anciens premiers ministres, le président même du Sénat. Ils convoquent aussi la loi, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'enrichissement illicite. Alors, est-ce que vous, qui êtes juriste, vous pensez que le droit est ici respecté? Bon, c'est vrai que la procédure d'audition des hautes personnalités de l'État répond à un certain nombre de normes. On parle de la haute cour de justice en cas de haute trahison, etc., etc. Mais il appartient quand même au Parlement de jouer son rôle. Et malheureusement, nous sommes dans un Parlement qui est un peu en veille, je dirais, dans ce contexte politique. Et ce qui explique un peu le non-respect de certaines normes. Mais je pense qu'il faudrait y aller doucement, donc dans le respect des procédures, dans le respect des valeurs de la République et dans le respect du droit. Donc il ne faut pas qu'en essayant de résoudre une injustice, créer d'autres injustices. Donc il faudrait que le droit retrouve sa place aussi dans le cadre de ces audits. Mais je ne pense pas que ce soit un peu l'intention du gouvernement de ne pas respecter la loi. Peut-être qu'il faut attirer son attention sur un certain nombre de principes qu'il faut respecter dans le cadre de ces audits. Et toujours en termes de discours, hein, par mesure d'équité, dit l'ancien président, l'enquête sur, par exemple, l'enrichissement illicite doit commencer par lui et son successeur. Vous en pensez quoi? Il a raison? Bon, en tout cas, je pense qu'on est en politique. Hein, et donc, on a l'habitude de dire en politique qu'un homme politique ne sait jamais l'arbre sur lequel il est assis. Donc, quand on occupe des charges publiques, je pense qu'on est dans un cadre immunitaire qui fait que, en tout cas, pendant l'exercice de la fonction, on est intouchable. Mais après, ce n'est plus le cas. Donc, même si aujourd'hui, l'actuel président est en train d'auditer l'ancien président, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il a le droit d'auditer, n'est-ce pas, le régime sortant conformément au droit en vigueur. Donc, voilà quoi. Et par rapport à, je reste toujours sur le débat juridique par rapport à cette loi sur l'enrichissement illicite, il y a ce renversement de la charge de la preuve qui est discuté dans les débats justement. Vous en pensez quoi en tant que juriste? Bon, la charge de la preuve, bon, de toute façon, quand on est accusé, on doit apporter la preuve contraire. Donc ça, je pense que c'est dans les normes. Donc il appartient à ceux qui sont accusés d'apporter la preuve de leur innocence. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un principe qui doit être de mise aussi, c'est un principe qui doit être respecté. Voilà. D'accord. Alors, comment comprenez-vous maintenant cette option-là, prise par l'ancien président, de rester actif, contrairement à ses prédécesseurs? Bon, je pense que le contexte sénégalais aujourd'hui est assez particulier. C'est vrai que nous sommes dans une situation post-électorale. Nous sommes aussi à la veille d'élections législatives, nous en parlerons certainement tout à l'heure. Donc il y a des enjeux qui s'opposent, des enjeux de pouvoir. Mais je pense que le statut d'un ancien président est quand même assez fort. Le président reste président à vie. Donc c'est comme un ministre, il est à vie, il porte le titre. Donc il y a
il y a quand même un certain respect qui doit être attaché à ce statut-là. Donc, l'ancien président n'a pas le droit, disons, de s'immiscer ou de gêner. De gêner. Je pense que dans le cadre du jeu démocratique, c'est la courtoisie, la convenance voudrait que les anciens chefs d'État quand même soient en marge, comme l'ont fait les anciens présidents du Sénégal. Je pense qu'il serait plus sage de se mettre en retrait de la vie politique. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Mais sous l'angle politique, carrément, la lecture que vous en faites, le fait qu'il soit actif auprès de son parti, c'est quoi, à votre avis? Le contexte l'exige parce que son parti est menacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que dans le cas particulier du Parti démocratique sénégalais, vous savez, le PDS, qui est un vieux parti, a quand même une histoire, donc depuis Senghor, etc. Et on a l'impression que le parti reste un peu le bébé du président Wade. Donc, il n'a pas envie de le lâcher tout de suite parce que le PDS, c'est lui qui l'a créé, etc. Donc il y a une affection certainement qui le lie à son parti, ce qui fait qu'il n'a pas envie peut-être que ce parti disparaisse de sitôt de la scène interne, de la scène nationale. Mais je crois que l'histoire suit son cours et l'histoire suit aussi la loi de la vie. Toute organisation politique, tout pouvoir naît, grandit et disparaît. Donc c'est le principe de la vie. Donc il faut aussi qu'on pense à cela. Alors certainement c'est pour sauver son parti, vous venez de le dire. Aujourd'hui, un parti divisé en deux entités, scénario qui était prévisible à votre avis, vous l'avez vu venir, ça? Bon, on peut le sentir dans la mesure où au sein de ce parti, il y a une certaine personnalisation, n'est-ce pas, de l'autorité au sein même du parti. Et en tout cas, nous, les juristes, nous avons toujours dénoncé l'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques. Souvent, les partis tournent autour d'une personne qui est à la fois le concepteur, le fondateur, le précepteur du parti. Et donc, il n'a pas le droit d'être contredit, sa volonté est toujours supérieure, etc. Et il y a des problèmes de démocratie interne à l'intérieur des partis, ce qui explique d'ailleurs ces éclatements. C'est-à-dire, s'il y a une pression et qu'il n'y a pas d'épanouissement à l'intérieur du parti politique, c'est l'éclatement qui s'ensuit. Voilà. Cette personnalisation n'est pas justement le propre du PDS. Il y a aussi des voix discordantes dans d'autres formations politiques de la majorité présidentielle, comme le Parti socialiste, où des jeunes réclament la tête du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Bon, oui, c'est un problème souvent qui est général au niveau des partis politiques africains. Souvent, ce sont des partis qui tournent autour d'une personne qui dirige, comme je le disais tout à l'heure, de façon quasi personnelle, ce qui fait qu'il y a souvent des petites difficultés. Bon, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il faudrait que les leaders aussi sachent qu'il y a quand même nécessité d'une recomposition politique à l'intérieur même des partis politiques. Certains partis ont besoin d'une sorte de cure de rajeunissement du président du siècle. Je n'aime pas les politiques. Bon, ça va se faire par de gré ou de force, de gré ou de... Voilà, c'est ça, parce que quand vous regardez les bases de ces partis, souvent la composition jeune est très importante. Il y a beaucoup de jeunes dans ces partis politiques. Il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui pèsent aussi sur le plan politique. Donc il faut aussi leur laisser certainement la place. Voilà. D'accord. C'est donc dans ce contexte que va se tenir les élections législatives, que vont se tenir les élections législatives, autant pour moi. La campagne démarre ce dimanche. Par rapport au scrutin présidentiel, certainement on va vers une campagne moins tendue. Hein? Comment est-ce que vous pensez ou vous voyez les enjeux justement de ce scrutin législatif? Cette question est d'une importance capitale parce que quand on dit enjeu, on parle de pouvoir, de répartition du pouvoir. Et ici, il y a 3 ou 4 types d'enjeux qu'il faut spécifier. D'abord, il y a les enjeux politiques. Oui.
au niveau politique, je pense qu'il y a un contexte qui est là. On le disait tout à l'heure, c'est le contexte post-électoral. Et on a l'impression qu'il y a des rapports de force entre les partis politiques qui font que chacun a envie de se positionner. Là, je crois que sur le plan politique, il faut penser à un changement au niveau du système politique sénégalais. L'enjeu, c'est d'abord quel sera le régime politique du futur, issu de ces élections. Quel sera le régime politique du Sénégal d'après les élections? Est-ce qu'il sera parlementaire, toujours? Est-ce qu'il sera présidentiel ou présidentialiste? Est-ce qu'il y aura des majorités concordantes à l'Assemblée ou des majorités discordantes, etc. Est-ce qu'il y aura des jeux d'alliance? Je pense qu'il y a quand même des enjeux très importants sur le plan politique, surtout qu'on vient des dirigeants financiers aussi, qu'on retrouve un peu partout dans le pays. Et sur le plan économique, donc, il y a un certain nombre d'enjeux, n'est-ce pas, pour contrôler un certain nombre de choses. Sur le plan social aussi, je pense que l'enjeu le plus important, c'est cela. Parce qu'on a remarqué que l'ancien régime a quand même réussi les infrastructures, mais a échoué au plan social, on peut le dire. Donc, les attentes sociales sont énormes. Donc, il faudrait que les futurs élus soient quand même à même de résoudre la demande sociale, sous peine d'être sanctionnés. Donc, sur ce plan-là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux au plan donc, social. Voilà, dans tous les cas, c'est une néo-opposition qui veut aujourd'hui imposer la cohabitation, qui fera face à une majorité ou à une liste présidentielle qui veut aider le président justement à conduire les réformes. Sous ce rapport-là, vous voyez l'issue du scrutin comment? Est-ce que c'est gagné d'avance pour la coalition présidentielle ou... En tout cas, il y a quand même un certain nombre de difficultés et de contradictions à l'intérieur des coalitions d'une façon générale, donc y compris la coalition présidentielle. Puisque n'oublions pas que donc, le président Macky a été soutenu par la coalition Macky 2012 d'abord. Ensuite, il y a eu Benno Bokk Yakaar. Et c'est un peu compliqué. Et au Sénégal, on a quand même des centaines de partis derrière. Ce qui fait que les rapports sont assez serrés. D'ailleurs, la façon dont les investitures se sont déroulées montre très bien qu'il y a encore des problèmes à l'intérieur des coalitions. Il y a des frustrations, il y a des démissions parfois, etc. etc. Donc, c'est pas encore joué. Donc, rien n'est garanti. Et à écouter les populations aussi, il y a un certain nombre d'attentes qui transcendent les contradictions des hommes politiques. D'accord. Il y a évidemment d'autres partis, peut-être de moindre envergure, qui vont aller à ces élections sous leur propre bannière. L'Assemblée peut être considérée comme une bouée de sauvetage pour ces partis-là? Bon, concernant les partis politiques, ce que je crois pour le Sénégal, c'est que nous vivons une sorte de recomposition de l'espace politique sénégalais. Actuellement, à travers ces coalitions, et à analyser donc ces deux blocs, on voit d'une part qu'il y a des républicains, enfin sous la coupole en tout cas du parti républicain, et d'autre part, il y a des démocrates qui se veulent libéraux, etc., etc. Donc je pense que nous devons aller vers une rationalisation aussi des partis politiques. Et je crois que la prochaine assemblée devrait aussi se pencher sur la question de l'organisation des partis politiques. Il faut les rationaliser parce que 173 partis, je pense que c'est énorme dans le cadre d'une république. Voilà. En tout cas, je pense que l'Assemblée n'est pas une bouée de sauvetage. Donc les élections législatives constituent une occasion pour rationaliser justement ces partis. Je crois qu'il faut réfléchir sur la façon de rationaliser ces partis. Peut-être pas en deux blocs, mais ce serait l'idéal. Mais en tout cas de les rationaliser au plus grand bénéfice du peuple sénégalais.
Parce que les contradictions des hommes politiques, leurs querelles sont parfois trop absurdes et trop éloignées des préoccupations du peuple. Une démocratie, ou un pays en voie de démocratie comme le Sénégal, je veux dire, mériterait combien de partis selon vous, toujours dans ce débat autour de la rationalisation? Moi, je pense que les futurs députés et peut-être sénateurs pourraient réfléchir sur la façon de rationaliser les partis politiques. Mais il faudrait qu'on pose la question idéologique, parce que ces partis qui sont ensemble, qu'est-ce qui les lie finalement? Ce sont des principes, ce sont des intérêts, c'est quoi? Donc il faudrait d'abord que le débat soit posé. À ce niveau-là? À ce niveau, la question idéologique, il faut la poser. D'une part, on a des libéraux, et d'autre part, il y a des socio-libéraux. Donc il faudrait voir un peu comment rationaliser tout cela. Et je pense que la société civile, les hommes politiques et intellectuels pourront aider à la réflexion. Voilà. Mais une centaine, vous pensez que c'est raisonnable? Non, je pense qu'une centaine, c'est un peu trop pour une démocratie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, le plus grand pays démocratique. Il n'y a que deux grands partis, les démocrates et les républicains. Seulement aux États-Unis, c'est un peu inversé par rapport au Sénégal, parce que derrière les républicains aux États-Unis, on a la droite un peu. Et ici, au Sénégal, c'est un peu l'inverse. Les démocrates sont les libéraux, les républicains sont plus proches du social. Donc il faudrait qu'on repose la question, en tout cas par rapport à l'idéologie, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Un élément intéressant dans cette prochaine législature ou dans cette campagne, en tout cas pour les élections législatives, c'est la présence remarquée des religieux. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur cela? Moi, je pense sincèrement que la religion n'a rien à voir avec la politique. Ce sont deux domaines qui sont souvent antinomiques. Parce que la religion suppose le respect de la morale et d'un certain nombre de principes religieux. Or, en politique, on peut dire que tous les coups sont permis. Surtout au Sénégal. Surtout au Sénégal. Je dis souvent à mes étudiants que bon, ce sont peut-être de mauvaises leçons en politique, mais quand vous faites de la politique au Sénégal, il faut être capable de ne pas respecter ses engagements, de ne pas dire la vérité, etc., etc. Donc ces mauvaises leçons ne trouvent pas un lieu d'expression dans le cadre de la religion. Donc c'est un mariage un peu qui est difficile, surtout que ces vieilles idées du Moyen-Âge, comme quoi la religion doit être au-dessus de la politique, ces idées sont rejetées dans le cadre moderne. Maintenant, c'est la politique qui met les religieux à son service. Même si ces religieux sont des citoyens quand même. Ben oui, c'est des citoyens. Je pense que le débat a été très clair. Nous sommes tous des citoyens, quelles que soient nos charges, etc. Je pense que dans le cadre de l'État, d'un État républicain, laïque, tout le monde est membre de la cité. Donc il n'y a pas de personne au-dessus de la cité. C'est l'égalité de tous les citoyens qui doit primer sur les privilèges, etc. Voilà. Alors, les enjeux que vous évoquiez tout à l'heure concernant ces législatives me permettent de vous relancer un peu sur le livre blanc qui est actuellement en confection à votre niveau sur l'élection présidentielle de 2012. Vous évoquiez notamment la dimension socio-économique. Qu'est-ce que, en rapport avec ce que vous avez écrit ou ce que vous êtes en train d'écrire, qu'est-ce que vous pensez de ce discours qui dit que effectivement l'ancien président n'a pas été battu sur son bilan, mais plutôt sur une pression ou en tout cas sur autre chose que son bilan? Est-ce que c'est ce que révèlent effectivement les recherches à votre niveau? Bon, d'abord, je rappelle que ce livre blanc, c'est un peu à l'initiative de l'Association des juristes africains. Et nous travaillons là-dessus depuis le mois de novembre dernier. Et c'est un livre qui sera très intéressant parce qu'il est en train d'être publié. Et on rappelle juste dans ce livre qu'il y a quand même un contexte qui a amené des changements politiques au Sénégal. Le contexte, c'est la pauvreté, la misère, les problèmes du monde rural,
la question de la jeunesse, etc. etc. Ça, c'est un peu la question sociale. Ce qui me permet de faire la transition par rapport à votre question. C'est-à-dire, est-ce que l'ancien président a été battu sur la base d'un programme ou d'un bilan? Alors, je pense que c'est vrai que le président Wade a fait construit beaucoup de routes, etc., avec des normes internationales, etc. Mais on l'attendait aussi sur le plan social. Et dans la campagne présidentielle, pendant cette campagne, le président sortant défendait plus son bilan que des programmes. Or, les Sénégalais l'attendaient sur un programme social. Donc, il n'a pas su quitter l'aspect infrastructure pour, disons, passer dans la sphère sociale. Et c'est pour ça que le nouveau président a aussi une énorme responsabilité, puisque la demande sociale est là. Il a été élu sur cette base. Il y a beaucoup d'urgences à gérer. Il y a beaucoup d'urgences à gérer, et le nouveau président porte sur ses épaules l'immense espoir du peuple sénégalais. Et ces urgences ou cet autre débat sur la gouvernance, certainement, vont être les thèmes, vous le pensez, les thèmes de campagne lors de ces législatives? Il y a la question de la gouvernance, mais il y a aussi, enfin d'une façon générale, mais il y a aussi la question sociale. Je pense que la cherté de la vie, les populations en parlent toujours. La question de l'énergie, n'est-ce pas, ces questions-là sont encore là. La question de la pêche, surtout quand vous allez voir les pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis, ils sont encore très très préoccupés par ces questions-là. Donc ce sont des thèmes sur lesquels il faudra que le gouvernement se penche. Il y a aussi d'autres thèmes comme la question foncière. On voit un peu partout dans les campagnes que certaines terres ont été confisquées, etc., etc. Donc il faudrait que le nouveau pouvoir et cette nouvelle assemblée puissent se pencher sur une réflexion sérieuse en matière foncière. Comment faire pour que les paysans puissent disposer de leurs terres et qu'ils ne soient pas évincés pour des intérêts parfois privés. Alors, M. Seck, vous êtes professeur d'université. L'enseignement aujourd'hui au Sénégal est confronté à un problème, même si des solutions sont en train d'être élaborées. L'enseignement, c'est l'université, mais aussi l'enseignement secondaire. Alors, est-ce que vous essayez, vous, à votre niveau, de réfléchir sur une solution ou des solutions de sortie de crise? Sur la question de l'éducation, je crois qu'il faut peut-être rappeler un peu les circonstances dans lesquelles les grèves ont eu lieu. C'est que le gouvernement avait pris des engagements signés qui n'ont pas été exécutés, parfois pour des raisons budgétaires. Et je pense que la question, elle est là. Est-ce que le nouveau gouvernement va aussi trouver les moyens de régler ces primes que réclament ces enseignants, etc. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de résultats à ce niveau, ce qui met en péril encore le système éducatif. Donc il faudrait peut-être une démarche beaucoup plus participative en associant les leaders syndicaux, en les écoutant aussi et en négociant surtout avec eux. Parce que si le gouvernement ne peut pas faire tout d'un seul coup, si les syndicats réclament tant de milliards, le gouvernement peut dire, bon voilà, je mets tel, jusqu'à exécution à son terme. Donc, est-ce que le gouvernement a les moyens de régler cela? C'est ça le problème. La question, elle est plus une question budgétaire qu'une question, disons, syndicale. Au-delà de ces questions à incidence peut-être budgétaire ou financière, il y a d'autres questions, il y a d'autres volets de la crise universitaire surtout, tel le volet effectif. Est-ce que vous pensez que ou alors, quelle est votre solution à vous? La solution à ce problème-là, c'est quoi? Au niveau de l'université, ce qui a surtout amené les difficultés, c'est surtout la mise en place de cette réforme LMD, loi master, licence, master, doctorat, avec ses implications aussi, l'augmentation des charges pédagogiques, l'augmentation des charges financières, etc., la réforme des grades, un certain nombre de mesures que le gouvernement devait prendre. Et donc, jusqu'à présent, les enseignants attendent le gouvernement sur ces questions-là. Et certains sont parfois un peu remontés, certains syndicats, etc., parce qu'il n'y a pas encore de réponse appropriée par rapport à ces préoccupations.
D'accord. Et vous pensez que le nombre d'universités qui existent actuellement au Sénégal est suffisant? Est-ce que la politique à ce niveau-là est pertinente ou cohérente? Voilà, l'augmentation des charges pédagogiques est liée à l'augmentation, disons, de l'effectif. Bon, si vous allez à l'université de Dakar, vous savez très bien comment ça se passe. Des étudiants qui viennent à 5h, 6h du matin pour entrer dans les amphis. Je pense qu'il y a nécessité d'injecter beaucoup plus de moyens dans le secteur de l'université parce que c'est le facteur de développement et de progrès. Il faudrait créer d'autres universités à Dakar et renforcer peut-être les centres universitaires régionaux qui existent déjà et donner plus de moyens à certaines universités, certains pôles d'excellence comme l'université de Saint-Louis, où on forme quand même les meilleurs cadres de ce pays. Oui, c'était considéré au départ comme une université d'excellence. Elle le reste? Elle le reste jusqu'à présent. Nous ne voulons pas à Saint-Louis de la massification. Nous avons vu ce qui s'est passé à Dakar, parce que la massification des effectifs a pour conséquence la diminution du niveau des études et donc de la valeur des diplômes. Donc il faudrait que ce culte de l'excellence soit quand même préservé avec une certaine ouverture, mais cette ouverture suppose aussi l'augmentation des moyens, la construction de nouveaux bâtiments, etc. etc. Et c'est ce que réclament aussi les syndicats du supérieur. Mais un deuxième type d'université, je veux dire d'excellence, ça s'impose aujourd'hui au Sénégal, au-delà de Saint-Louis, vous pensez? Bon, je pense qu'à Saint-Louis, il y a quand même suffisamment d'espace. Saint-Louis fait 5 fois l'université de Dakar, plus même en espace. Donc le président Senghor, quand il crée l'université de Saint-Louis, c'était dans cette optique-là. Il a été assez visionnaire pour que, à l'avenir, qu'on puisse meubler tout cet espace-là et former, disons, l'élite intellectuelle de ce pays-là. Et donc, je pense qu'il faut juste augmenter les moyens et renforcer les capacités de ces universités en bâtiments administratifs, en bâtiments pédagogiques et aussi tenant compte de l'augmentation des effectifs en enseignants et également de l'augmentation des, disons, des traitements. De ces mais l'implantation des centres universitaires régionaux, pourtant c'est une démarche assez intéressante. Ça participe même de la proximité. À ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi l'améliorer, mettre plus de moyens? Moi, je pense qu'à la place des centres universitaires régionaux, on aurait pu donner plus de moyens aux universités. Ouais. Il y a assez d'espace pour renforcer ces moyens-là. Mais maintenant que c'est déjà fait, ça permet quand même de délocaliser un certain nombre de formations, notamment les formations techniques, etc. Mais pour les formations classiques, je ne vois pas trop l'utilité, disons, d'en inventer de nouveau dans les régions. Il faut que le temple du savoir garde aussi sa prestance. D'accord. Professeur Seck, mais merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dans cette émission Point de vue, professeur Seck est le chef du département sciences politiques à l'UFR droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est agrégé de droit et sciences politiques. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Point de vue.
When it comes to entertainment to suit every taste and pocket, nobody does it better than DSTV. Then take it up a notch with the family package and 2 extra entertainment channels, plus more documentary and kids channels. Spoil the family with Compact's extra news channel, documentary and lifestyle channels. Or move on up to Compact Plus for added live sports channels. And go all out with DSTV Premium's blockbuster movies and series. All the sport you'll ever need. Added award-winning documentary and kids channels. And glorious HD channels. Yet with a range of packages to match your unique lifestyle, DSTV really has so much more for everyone. Of the English Lovers Awards Edition 3 here in Boho. The LA team and I are paying a visit to the finalists, and today we are at Lycée ICS de Boho to find out as well how they've been preparing themselves for the final. First, I have to thank everybody who is here for this very important day, a day where the RTS workers and the ELA managers are here so as to pay a visit to the English club activities. Today we are preparing our final, the third ELA edition final. So that's why everybody is involved in the task. Students, teachers, the administration, the population of Mboro, everybody is involved. That's the reason why here we have the presence of the mayor, Charles Sen. He is here with us from the beginning till now. He has helped us in everything. Again, we have our partners, the ICS. They have the representative, Mr. Mbaiso. They have done everything from the beginning, from Babacar Sow, from the beginning till now. He is again with one of his colleagues, Mr. Omar Diouf. So we thank them a lot. Really, if we have reached this edition, this final, it is owing to them. So thank you very much. Thank you everybody for the work that you have done. Again, we have to thank our administration on behalf of all the teachers, on behalf of all the members of the English club. We thank a lot the provisor, Mr. Ahmad Nyanga. So really, he is involved again in whatever we are doing from the beginning till now. Lycée Taiba, give the past and past participle of the following verb to wind. Correct. Again, I can't help finishing without thanking a lot the APR, the Association of the how do you call it again? Of the parents. Okay, they are here again since last year, because last year we participated in the edition, but unfortunately, as it's our first participation, we didn't reach that stage. So because we did not get experience. So now we thank you all, we thank everybody. Thank you very much. Je suis très content de vous recevoir ici à Mboro, au lycée Taïba ICS, qui est un lycée d'excellence, d'abord par la qualité de ses enseignants, par l'engagement de ses parents d'élèves, mais également par le travail et l'abnégation des enfants.
C'est également un lycée qui est le fruit de la coopération entre les industries chimiques du Sénégal et les collectivités locales. Ce lycée a été offert par les ICS. Et depuis, les ICS également ont continué à supporter, à appuyer, à faire de telle sorte que ce lycée-là puisse garder sa qualité d'excellence, son niveau d'excellence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, les ICS, les parents d'élèves, les enseignants, le proviseur, nous sommes tous autour de notre équipe qui nous a donné évidemment beaucoup de satisfaction. Nous sommes aujourd'hui fiers de les accompagner, de les entourer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en anglais, je pense et nous souhaitons que notre équipe va remporter cette finale. Ça, nous le souhaitons et nous sommes derrière l'équipe. Nous le soutiendrons. Nous allons prier également pour que, en tout cas, s'il y a trophée, que le trophée vienne à Mboro. Et je remercie tout le monde. Je suis très content de votre visite. Merci. It's late. It's late. Is this correct? Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Tout le lycée, à commencer par les élèves, les enseignants, l'administration, mais également les parents d'élèves, les partenaires extérieurs qui, par la présence du maire, nous témoignent leur soutien. Et ce soutien-là, nous l'avons eu également des ICS qui sont aujourd'hui présents avec nous. Et depuis le début, ils sont avec nous et ils resteront encore avec nous. Parce que nous sommes dans leur environnement et nous sommes là pour nous occuper de leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui avec nous de tout cœur, parce que c'est leurs enfants qui sont avec nous. Et c'est la raison pour laquelle nous les remercions encore. Et nous également, nous nous félicitons de votre présence, la présence de cette équipe qui vient nous renforcer à travers leur présence, renforcer à travers les attitudes qu'ils manifestent. Ça montre que vous vous intéressez à ce que nous faisons, puisque nous sommes là pour ces enfants-là, et à travers le concours, nous voyons que vous développez des compétences qui devaient normalement être développées au sein même de la classe, au sein des établissements. C'est le savoir communiquer que nous cherchons tous à installer au niveau de nos apprenants. Et ce savoir communiquer apparaît à travers ce concours-là. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à ce que vous faites. Et depuis le début, nous soutenons nos élèves pour qu'ils puissent aller de l'avant. Dear English lovers and dear finalists, we have now entered the premises of the Lycée ICS Taiba de Mboro. And right now we are in the room where the English club used to make their rehearsals. Students are now going to make a little presentation of how they've been preparing themselves, drama, grammar, and interpretation. Ladies and gentlemen, this is the general knowledge part of the competition. These two gentlemen